Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, comment ça va en ce dimanche 20 janvier? Dimanche de fiançailles, ça va super. Ouais, Rusty va bientôt se fiancer, donc breaking news, voilà, il tenait à vous l'annoncer. Alors on s'intéresse à ce qui s'est passé lors de l'UFC Vegas 48, bien évidemment le cas Alan Baudot et surtout aussi la défaite de Johnny Walker. On analyse tout ça, on en parle maintenant, générique. Soit. Donc oui Rust, on attendait beaucoup du troisième combat à l'UFC d'Alan Baudot, il jouait gros parce qu'il était sur 2 défaites, une face à un vaillant brésilien, et puis la première en short notice bien évidemment contre Thomas Spinal, où là c'était dans des conditions différentes puisque Alan était en short notice, et donc il y avait pas, c'était un combat finalement où il sauvait un petit peu la carte de l'UFC, puis surtout sauvait Thomas Spinal pour rester actif. Et donc là, face à un américain également, qui a été mine de rien dans un combat extrêmement disputé, Alan s'est malheureusement incliné par décision unanime, et on ne comprend pas trop les réactions sur les réseaux sociaux parce que il a fait un bon combat, c'était disputé, et clairement il n'était pas du tout aux fraises, Alan Baudot. Ouais, en fait, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est parce que bon, de toute façon, c'est clair. Comme on connaît Alan, comme on connaît Fernand, bien sûr, on a un biais, c'est évident qu'on est biaisé. Néanmoins, et en plus il est français, donc cocorico. Néanmoins, en fait, moi ce que j'ai juste du mal à comprendre, c'est les insultes, parce qu'à la limite, les critiques, c'est la vie. Enfin, je veux dire, nous les premiers, si on dit une bêtise, si on dit une connerie, si on fait une connerie, j'espère bien qu'on se fera reprendre par la patrouille et sévèrement si besoin. Tu vois, ça fait partie du travail. Donc, pour Alan, c'est pareil, dans le sens, oui, il y avait clairement des endroits dans le combat où il y a eu des manques, où il y a eu des lacunes et qui ont fait qu'il a été dominé dans certains domaines, notamment la lutte. On pourrait faire l'argument, il faudrait que je revoie le combat une deuxième fois, mais qu'en cardio, peut-être aussi qu'il y a eu un ralentissement. Il y a eu de bonnes choses aussi, il y a eu quand même de très bonnes choses. Debout, il faisait vraiment des trucs magnifiques quand même. Et vraiment, c'était vraiment beau. Il y a des trucs qui faisaient des enchaînements où il finissait par des uppercuts, où il avait vraiment un très très bon coup d'œil. C'était beau, quoi. Mais c'est vrai que il s'est fait dominer en clinch et au sol. Là, par exemple, je crois que c'est le premier round où en gros il finit sur son dos, et s'il n'y a pas la fin du round, ça peut être très compliqué. Donc il y a des bonnes et il y a des choses un peu moins bonnes, c'est clair. Moi je trouve un bon combat de la part de Alan. Mais en fait, je pense que ce que les gens n'ont pas aimé, c'est le côté chambreur, alors que le combat est très serré. Et ça, encore une fois, c'est une critique qui est à 1000% recevable, hein, dans le sens, quand à la fin du... c'est un peu comme dans les Simpsons, le mec qui fait « Ha ha !» En gros, à la fin du deuxième round, tu sais, il met un dernier coup juste avant le gong qui passe bien. Et là, je sais plus, je crois qu'en gros, dans l'excitation, il fait « Ha !» Et ça, les gens lui ont reproché à la fin du troisième round, donc à la toute fin du combat, alors que le combat est très serré. Et en gros, il fait des gestes de la main en mode on fait tourner les serviettes et tout, alors que le combat était vraiment, vraiment loin d'être plié, entre guillemets. Et ça, les gens n'ont pas aimé. Et ils lui ont dit. Et c'est une critique qui est recevable. Mais moi, en fait, le seul truc que je comprends pas, et la décision ne me choque pas forcément, dans le sens debout, c'est lui qui a fait plus mal. Mais il a eu des phases où il était dominé. Ça me choque pas que les juges aient donné la décision à Parker Porter. Mais juste le seul truc que je comprends pas, c'est les insultes. Mais c'était d'une violence sur les réseaux. Il s'est fait atomiser, quoi. Et en vrai, ça, j'ai du mal à comprendre. Je sais pas ce que tu en penses. On en reparlera avec Chris, mais en fait, ça, c'est le seul truc où je me dis, putain, ouais, être critiqué, c'est ouais, d'accord, mais être insulté de tous les noms et vraiment avec méchanceté, tu vois. Il y a des commentaires, c'était vraiment méchant, tu vois. Vraiment, mais dans le sens, pas besoin d'être aussi insultant et d'être aussi hardcore, quoi. Et la règle d'or, généralement, c'est si on lui dirait pas dans la rue ou en face, lui disons pas sur Internet, quoi. Mais ouais, voilà. Donc moi, c'est ça, c'est le truc que j'ai pas compris. C'est juste les insultes, les critiques, oui. Mais je sais pas, t'en penses quoi, toi? Bah ouais, non mais pareil, je m'étonne vraiment du traitement qu'est fait Alan, sachant que
peut-être, en fait, je me dis, peut-être c'est lié au fait que les gens, tu vois, comme il y a Cyril qui est arrivé il y a pas longtemps, ils ont peut-être placé le curseur d'attente au même niveau. Et même si Alan à chaque fois a tempéré en disant bah déjà l'objectif pour moi c'est d'arriver à l'UFC, ensuite je me dis il faut que je sois top 10, tu vois, il a jamais parlé de potentiel titre de champion. Et je pense que comme il y a le côté même gym, les gens se sont direct dit, et puis en plus sparring de Cyril Gane, les gens se sont direct dit à mon avis, bah ça y est, on tient potentiellement un futur champion, et donc du coup ils ont traité Alan de la même manière dont ils ont traité Cyril. C'est peut-être pour ça que je pense qu'il a pas bénéficié du même finalement de la même compréhension du public français qu'une bah tu vois que Manon Fiorot, que Faresiam, où à chaque fois on les traite en tant que combattants, enfin tu vois en eux-mêmes, et même si bah, aujourd'hui Manon là, elle lentement mais sûrement tu vois elle se rapproche du statut de top contender, bah on lui laisse faire son petit bout de chemin. Je pense que pour Alan Baudot, les gens se sont dit, oh putain, c'est le sparring de Cyril, bah attention, là on a quelqu'un qui arrive, enfin un peu à la manière à chaque fois, enfin par exemple Marcel Sichef qui arrive, la AS qui va bientôt faire la ceinture normalement, il y a aussi de grosses attentes autour de lui, parce que à ce côté, sparring de Cyril Gane, invaincu en carrière, Alan Baudot, il y a eu tout ça qui l'a accompagné, et je pense que c'est peut-être là où il y a une confusion de la part des gens, et puis mine de rien, on le rappelle aussi, hein. Là aujourd'hui Alan c'est un véritable heavyweight, mais il vient de la catégorie light heavyweight, enfin il y a eu des changements qui ont été faits lors de son arrivée à l'UFC, donc personnellement moi je pense que c'est ça, parce que sinon, globalement, tu vois au niveau de son attitude, en dehors de ce qu'il y a eu sur le combat là, où d'un autre côté moi je trouvais que c'était pas mal, parce que les gens qui pouvaient lui reprocher justement à Alan de pas être là dans les combats, là il y avait quelqu'un qui avait de l'âme et qui avait envie, tu vois, d'y aller. C'est vrai aussi. Donc, C'est vrai aussi. Bah, je pense que c'est vrai. Ça fait, au moins il y avait vraiment une, il y avait quelque chose quoi. C'est vrai, t'as raison. Il y avait de la personnalité. Après, c'est vrai que je pense que vraiment, de manière générale, les gens n'aiment pas trop les chambreurs quand c'est dans des situations où il n'y a pas forcément lieu de chambrer. Je pense. Donc en fait, vraiment moi, l'impression que j'ai eue, c'était ça. Que de tout ce que j'ai vu des réactions du combat, vraiment, je crois que ce qui a énervé la plupart des gens qui ont réagi, mais encore une fois, c'est Twitter, hein, c'est pas la vraie vie, quoi. Mais sur Twitter, en tout cas, ce qui a vraiment fait réagir les gens, c'était juste pourquoi tu chambres alors qu'il n'y a rien qui est fait et que, en gros, généralement, en substance, c'était de dire, ben, se concentrer plutôt sur gagner le combat et s'assurer la victoire, plutôt que de célébrer à 2 minutes de la fin alors que c'est très serré. Je pense que il y avait beaucoup, beaucoup de ça. Tu sais, c'est un peu comme dans les films, quoi. Ça fait, on a envie de voir quelqu'un qui se comporte de la manière où on peut dire, ah ouais, ok, là, vraiment, c'est ce qu'on aimerait voir absolument. Bah, c'est vrai que là, ouais, il y a peut-être eu, peut-être un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça déjà, c'est son troisième combat à l'UFC. Il n'a pas encore eu de victoire. Il sent que c'est à portée de main. Il y a peut-être les nerfs qui jouent aussi, tu sais, en mode putain, j'y suis. Et du coup, tu fais des trucs que tu ferais peut-être pas d'habitude. J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est majoritairement ça que les gens qui étaient promptes à lui envoyer des messages ultra hardcore se sont dit ah ouais ok bon c'est le feu vert on peut y aller, il a fait ça donc ça c'est impardonnable, let's go quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Et pour la suite maintenant pour Alan Baudot, je sais pas trop ce qui va se passer. C'était à mon sens il y avait obligation de victoire, je sais plus si c'est 3 ou 4 combats qu'il avait à l'UFC, mais en tout cas là peut-être que malheureusement ça va être sa dernière sortie, parce que c'est vrai que là donc il est à 0-3 malheureusement. 2 défaites par TKO et donc la défaite par décision. Je sais pas trop ce qui va se passer pour lui désormais. Je sais pas non plus, enfin là il avait l'air de toute façon c'était durablement installé chez les heavyweights. Donc voilà à suivre pour ce qui va se passer ensuite, tout simplement. Big Rusty, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce combat-là? Non, je crois qu'il faudra voir avec Chris du coup ce qu'il en a pensé, mais je crois qu'on est bon. Alrighty. Place à Johnny Walker. Le cas de Johnny Walker qui était arrivé, on en avait parlé donc avec Chris. Il était arrivé comme une véritable fusée à l'UFC, style ultra spectaculaire, 3 finishes en autant de combats. On commençait même à dire est-ce que c'est le prochain pour John Jones. Lui a aussi été victime de la malédiction de Big Rusty
qui veut dire tout simplement, c'est quand vous commencez déjà à projeter un combat pour le titre face au champion, alors que vous avez déjà un combat de bouquet, ou en tout cas un combat qui va se disputer dans les prochains jours. Et cette malédiction s'est répétée maintes et maintes fois. Et pour notre ami Johnny Walker, ça s'était confirmé face à Corey Anderson, tout simplement. Donc il était là en mode, ça y est, je suis le cauchemar de John Jones, je suis le pire match-up possible pour John Jones. Bon, victoire par TKO de Corey Anderson. Depuis, Johnny Walker a pas mal changé de camp d'entraînement. Et pour finir finalement chez John Kavanagh à SBG. Et on a perdu le côté un petit peu imprévisible, ultra créatif et surtout extrêmement explosif qu'avait Johnny Walker par le passé. Donc avec des résultats en dents de scie, et là il revenait face à Jamahal Hill, quelqu'un qui a perdu, qui avait perdu son dernier combat à l'UFC, donc qui était un petit peu dans les mêmes dispositions. Quand je dis mêmes dispositions, oui. Non, il avait gagné contre Jimmy Crute. Il avait gagné, il avait perdu son avant. Juste avant. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Il avait perdu son avant-dernier combat contre Paul Craig, où finalement, moi, c'était un peu, tu vois, je le mettais pas dans la même catégorie de Johnny Walker, mais tu vois, dans ses espoirs, où tu te dis, bon, l'UFC mise en tout cas sur eux. Ouais, complètement. Et malheureusement, ça s'est très mal terminé pour Johnny Walker, sur la manière dont... Rust en a parlé en off, ça l'inquiète pour la suite. Ouais... disons, là on arrive dans des catégories de poids où ça frappe forcément très dur et tout le monde frappe très dur, donc le moindre impact de toute façon ça peut t'éteindre la lumière immédiatement. C'est ce qui s'est passé. Enfin, que je revois le combat, enfin disons le finish. Oui, de toute façon vu comme il est tombé, il était complètement out. Mais oui, ça me fait un petit peu peur en fait. Enfin, disons quand quelqu'un commence à prendre des KO à répétition, c'est vraiment vraiment pas bon. Et là, la manière dont il est tombé, tu sais, vraiment un peu des flashbacks de, je sais pas, Andy Hughes à l'ancienne, qui avait mis un mec KO comme ça en clinch où le gars il était comme ça, il était tombé comme une porte. Ça fait un petit peu peur, mais c'est vrai qu'au-delà de cette frayeur, et j'espère que du coup que ça va à peu près. Heureusement, il est tombé entre guillemets contre la cage. Donc sa tête n'a pas rebondi sur le sol, parce que généralement c'est ça aussi en fait. Genre par exemple, tu vois, Gonzaga versus Crocop, quand Gonzaga avait mis KO Crocop était retombé à terre avec la jambe qui fait un angle. Au niveau géométrie, on est sur un truc, c'est pas normal quand même. Et effectivement, il s'était fait mal à la jambe en retombant. Il y a Andrei Arlovski contre Fedor aussi, quand il avait perdu par KO, il était tombé pas tête la première et ça lui avait fait des séquelles supplémentaires, il en avait parlé. Donc heureusement, dans tout ça, Johnny Walker est tombé genre tout droit, mais la tête contre la cage, qui même si elle est dure, je pense que c'est moins pire que une tête. Oui, ça amortit un peu, oui, surtout qu'il y a un petit peu de jeu de toute façon. Ouais. Voilà, donc c'est déjà... Bon, après, en parlant de séquelles supplémentaires, il y a eu aussi Jamal qui a bien suivi une fois que Johnny Walker est tombé. Ah, putain, il a suivi avec un mouvement où il a réussi à, dans le même mouvement, mettre un espèce de coup de poing, je sais plus si le coup de passe et un coup d'épaule, enfin un truc... ouais, effectivement. Il a voulu poinçonner le ticket, c'est clair. Mais c'est... Voilà. Alors après, en fait, pour Johnny Walker, c'est vrai que c'est un peu terrible, mais on en avait parlé avec Chris, il a un style qui est ça peut te faire monter très vite, comme on l'avait dit, mais ça peut aussi, en fait, très vite, on peut aussi très vite en voir les limites. Et c'est vrai que là, une fois que l'aura Johnny Walker n'était plus, parce que quand il s'était fait mettre KO contre Corey Anderson, en fait, entre guillemets, à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment ce côté oh merde, je suis contre Johnny Walker, ça va très mal se passer, le mec est invincible, ultra athlétique, qu'est-ce que c'est que cette alien? En fait, une fois qu'il y a un mec discipliné qui l'a mis KO, en fait, tout le monde, il y a un espèce de truc il y a un déclic, quoi. Et là, c'est un peu pareil parce que Jamal, c'est vrai que la manière dont il l'a mis KO, c'était. Il l'a, comment dit, battu sur le coup. Comment on pourrait dire? C'est en gros, il a mis un coup, il était plus crisp, il était plus affûté dans la manière dont il a mis son bras arrière, alors que Johnny Walker était beaucoup, beaucoup plus. Comment dire, il laissait beaucoup plus d'espace et le mouvement était beaucoup plus ample, ce qui fait que il a été en retard tout simplement. Il a touché un petit peu au même moment, mais même la distance n'était pas idéale à laquelle il se trouvait pour mettre le coup à Jamal, tandis que Jamal,
il était vraiment bien placé et le coup pleine tempe, tu sais, avec la nuque qui fait une espèce d'angle bizarre et tout. Donc c'est un petit peu, et il l'a, comment dire, grosso modo, il l'a battu sur le jab, quoi. C'est-à-dire que le jab de Johnny Walker, il s'apprêtait à mettre un 1-2, il a mis un petit jab qui n'était pas vraiment un vrai jab, qui était plus un jab pour set up le bras arrière, mais il n'a même pas eu le temps de mettre le bras arrière il avait déjà été pris de vitesse par Jamal, qui l'a battu sur son jab. Mais en fait, voilà, c'est un petit peu le problème, c'est que quand tu as un style qui est très c'est créatif, c'est complètement créatif, mais tu vois, c'est pas genre, c'est pas un boxeur cubain, quoi. C'est pas, il y a du déchet, quoi. Il y a du déchet, il y a de l'espace qui est créé, il y a des ouvertures qui sont créées parce que ce sont des très grands mouvements, des mouvements très athlétiques. Alors par contre, si ça touche, t'es mort. Mais si tu arrives à te discipliner, généralement c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé au jeu, enfin cette nuit-là. Maintenant, la question, voilà, c'est que faire, quoi. C'est que faire pour Johnny Walker. Euh, on n'a pas eu le temps de voir grand-chose sur ce combat-là, en réalité. Il a eu quelques explosions athlétiques et créatives. On a eu un tout petit retour sur certaines séquences du Johnny Walker qu'on connaissait avant, mais c'est vrai qu'on sent qu'il est un peu dans un entre-deux où il sait qu'il ne faut pas non plus qu'il se laisse complètement aller à des trucs complètement dingues parce qu'il peut se faire choper. Non, et puis surtout, même avant sa carrière UFC, il avait déjà été mis KO. Il y a, je sais plus quel combat où il était mis KO 3 fois dans le même combat, c'était n'importe quoi. Donc, donc c'est ça. Donc en fait, il est au courant que c'est sa créativité et son explosivité et son agressivité qui sont ce qui peut faire qu'il gagne les combats, mais d'un autre côté aussi ce qui fait que ce sont, c'est aussi ce qui fait qu'il peut les perdre de manière très brutale. Donc il est un peu dans cet entre-deux et j'ai l'impression qu'il se cherche encore. Ben, c'est même pas une impression, vu qu'il change constamment de camp d'entraînement, c'est donc il y a forcément de cette recherche. Et ouais, peut-être, je sais pas si c'est un travail sur lui ou si c'est aller chercher peut-être un camp d'entraînement qui sera un petit peu plus, qui pourra l'aider à façonner avec son propre style, mais tu sais, genre un Rafael Cordero, un gars qui peut faire pas des miracles, mais qui peut vraiment aider, quel que soit ton style, à l'affûter et l'améliorer sans le changer parce que c'est pas Cordero, c'est pas forcément quelqu'un qui applique sa propre méthode et qui veut te mettre son style. On a vu, hein, il a été capable d'affûter des gars comme Fabricio Verdum, tout comme des gars comme Dos Anjos, tout comme des gars comme Gastelum, qui ont des styles radicalement différents chacun. Donc peut-être un gars comme Rafael Cordero, ouais, à voir. Affaire à suivre en tout cas pour Johnny Walker qui est dans une situation assez compliquée. On se retrouve très très vite en tout cas Big Rusty pour de nouvelles aventures. Ouais. Oh, tu voulais ajouter quelque chose, tiens. Ouais, bah, simplement, du coup, sur la carte, pour ceux qui vont se la refaire, déjà un petit big up à Jim Miller, parce que 39e combat à l'UFC. Il a le record, hein, c'est le plus grand nombre de combats de l'histoire de l'UFC. Il vient d'égaler le record de Cowboy Cerrone pour le nombre de victoires à l'UFC, je crois 23. Il a mis KO un gars qui arrivait, un nouvel arrivant, il l'a mis KO, et le combat est magnifique. En fait, c'est tellement jouissif de voir un combattant qui a autant d'expérience, mais qui comprend où il en est physiquement. Donc en fait, tu sais, il n'y a pas de déchet, quoi. C'est tellement kiffant de voir ça. Enfin, tu sens que tout est calculé, que tout est. Donc voilà, Jim Miller, il fallait qu'on en parle. Magnifique. Il poinçonne encore une victoire. Je crois qu'il a 37 ou 38 ans, un truc comme ça. Vraiment, légende. Vraiment une légende. Et un très bon combat aussi que je vous conseille, c'est Rafael Benitez contre. Ah putain, Orbana. Shit. Oh shit. Contre Onama. Contre David Onama. Un super combat. Gabriel Benitez qui est super bon. Qui est lui, par exemple, voilà, si vous voulez voir quelqu'un qui essaye de travailler sans déchets quand il envoie, quand il s'en va au niveau de l'anglaise, la manière dont il mixe, au niveau du kickboxing, au niveau juste même MMA, il est vraiment très affûté. C'était un beau combat, mais il s'est fait surprendre par Onama qui est revenu à un moment donné. Il a fait une erreur en défense, enfin une série d'erreurs en défense, Benitez, qui lui ont coûté un combat parce que face à un mec qui est aussi puissant que Onama, ça n'a pas pardonné. Vraiment, je vous conseille ce combat qui était très plaisant. Et voilà. Bien, et bien, big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, c'est à Big Rusty. Ça n'a rien à voir, mais ça, c'est un t-shirt que m'a offert Guillaume, qui est de la Nate Diaz Academy. Oh, it's too nice, too nice. I see.